à tous, on est ravis de vous accueillir, vous, les reporters Normandie Jeunes. On est pour cette matinée ensemble au Sillon à Caen, partenaire du prix Liberté 2023. Et pour cette matinée, on sera 3 pour animer: Esteban, Gaëtan, moi, Paloma. Et dans le cadre du prix Liberté 2023, vous avez tous préparé des chroniques, des reportages sur la liberté d'expression et en particulier sur la liberté de la presse. Et du coup, sur cette matinée en partenariat avec Reporters Normandie Jeunes et avec la région Normandie, vous allez nous parler de cette liberté d'expression et on a avec nous un invité d'honneur, Karen Lajon, bonjour. Bonjour. Du coup, vous êtes grand reporter. On reviendra ensuite plus en détail du coup sur vous, sur votre expérience, sur votre carrière. Et avant de commencer, je vais juste vous donner les consignes pour cet après-midi. Cet après-midi, du coup, c'est le prix Liberté. Vous avez rendez-vous à 13h au Zénith et on vous a donné normalement une enveloppe avec des bracelets. Et du coup, vous devez tous être munis de ces bracelets pour entrer au Zénith cet après-midi. Et votre interlocuteur, ça sera Fabrice, donc, que normalement vous avez croisé à l'entrée. Et il devra... Normalement, vous voyez là-bas dans le public. Et c'est lui qui vous fera rentrer au Zénith. Donc, c'est impératif que vous restiez tout ensemble au long de cette journée. Et du coup, étant donné qu'il y aura énormément de personnes, plus de 3000 personnes, faudra être ponctuel, éviter tous les petits retards. Et du coup, tout le monde au Zénith à 13h. Est-ce que c'est bon pour vous ? Après ces explications de Paloma, rentrons directement sur notre thématique, donc la liberté d'expression. Pendant cette matinée, nous évoquerons la liberté de la presse en France, dans le monde, les différentes raisons économiques de la presse, et nous verrons différents points de vue avec les différents reportages. Madame Lajon, si vous en êtes d'accord, à chaque intervention, nous vous demanderons d'échanger avec les protagonistes. Je préfère qu'on m'appelle Karen Lajon, pas madame. C'est comme vous voulez. Mais dans un premier temps, nous allons effectuer votre présentation. Donc, vous êtes grand reporter au JDD depuis 1986. Vous avez couvert les principaux conflits mondiaux, notamment la première guerre du Golfe et les guerres des Balkans. Quel a été votre dernier voyage ? Je suis rentrée avant-hier de Philadelphie, où j'ai fait un sujet sur la criminalité. Alors, vous êtes également lié à la Normandie, notamment par le prix Bayeux des correspondants de guerre, dont vous avez été finaliste en 2001 et 2004. Et depuis 2010, vous faites partie du prix jury de ce prix. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Ça représente beaucoup parce que ça correspond à un segment des reportages que je fais tout au long de l'année depuis donc 86 et qui concerne les guerres. Donc évidemment, ça a un sens pour moi. Et au-delà de ma petite personne, c'est également le seul prix au monde qui permet aux journalistes français et étrangers de montrer leur travail donc une fois dans cette année, aussi, notamment à la population en Normandie, ce que je trouve bien, parce qu'il y a un rapport avec le lecteur donc, qui est plus direct. Et je trouve que de ce point de vue-là, ce prix a moult intérêts et m'est très cher, en fait, vraiment. Et puis, il y a des journalistes qui meurent également pour l'information, et c'est aussi un prix qui les honore en particulier. Alors, Karen Lajon, en 1998, vous avez aussi été lauréate du prix de la Fondation Jean-Luc Lagardère. On peut dire que vous avez connu énormément de choses en tant que journaliste. Est-ce qu'il reste encore des choses que vous souhaiteriez découvrir ou couvrir tout simplement en tant que journaliste ? Oui, la Russie notamment, parce que c'est un secteur que je n'ai pas couvert. Il y avait quelqu'un qui couvrait ce secteur-là, donc je ne pouvais pas y mettre les pieds, c'est comme ça que ça marche. Et il fait froid, j'aime pas le froid. Donc voilà, aujourd'hui, je regrette évidemment, j'adorerais aller en Russie et j'adorerais aller en Corée du Nord, qui sont les 2 pays que je n'ai pas fait et que j'aurais bien voulu faire. Là, à 64 ans, je ne sais pas si j'aurais la possibilité, mais bon, voilà. Votre première expérience aussi journalistique sur un conflit, c'était en Yougoslavie en 1992. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience ?
Alors, c'est pas tout à fait ça. Moi, j'ai fait la fin de la guerre du Golfe. Mais bon, disons pour la guerre comme on la vit aujourd'hui ou comme le vivent aujourd'hui les Ukrainiens, effectivement, c'était donc 92 avec le siège d'Osijek en Croatie. Alors là, pour le coup, il y a une résonance vraiment particulière parce que quand je suis arrivée en Ukraine, donc 3 jours après le début de la guerre, le 24 février, et je me suis retrouvée plongée il y a 30 ans. J'ai eu l'impression d'être à Sarajevo pendant 48 heures. J'avais l'impression d'être à Sarajevo. Après, bon, les choses sont différentes. Évidemment, d'abord, la ville n'a pas été finalement prise. Ni encerclée. Donc j'ai envie de dire que la spécificité ukrainienne s'est mise en place, mais le conflit ukrainien, il a une résonance vraiment particulière pour moi. Alors là, en termes de résistance de la population, même si Sarajevo c'est une ville, l'Ukraine c'est un pays, mais il y a beaucoup de similarités, similitudes, pardon. Et auriez-vous quelque chose à ajouter sur cette présentation ? Non, je préfère répondre aux questions après. Voilà, j'aime bien l'échange, donc voilà. C'est parti pour notre premier reportage. Celui-ci a été confectionné par les élèves du lycée agricole d'Alençon, malheureusement qui ne peuvent pas être présents parmi nous, mais ils ont redéfini la définition de la liberté de la presse. Bon visionnage et à tout de suite. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour à tous. Je suis Mathilde et je me trouve au lycée agricole d'Alençon, établissement membre du campus Terre et Avenir, afin de demander aux élèves ce qu'ils pensent de la liberté de la presse. Camélia et Adeline, nos 2 reporters, ont dépassé les limites d'Internet pour nous donner une définition de la liberté de la presse. Et oui, Mathilde, tu es actuellement au CDI. Comme tu peux le voir avec Adeline, nous sommes en train de chercher la définition de liberté de presse. La tâche n'est pas aussi simple qu'il ne paraît. Adeline, qu'as-tu trouvé ? Bonjour. En effet, la loi du 1881 sur la liberté de la presse définit la liberté et les responsabilités de la presse française. Elle impose un cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affiche publique et à la vente sur la voie publique. Le principe est simple. La presse est libre. Tu parles de liberté, mais aussi de responsabilité. Eh oui, Camélia, cette loi a été modifiée plusieurs fois pour encadrer cette liberté, pour respecter la personne, la protection des mineurs et punir l'injure, la diffamation ou l'atteinte à la vie privée. Merci pour cette belle définition. Je vous rends l'antenne. Merci à vous les filles, c'était très intéressant, mais je ne suis pas sûre que tout le monde ait compris. Voyons donc avec Arnaïs qui a interrogé 2 élèves des terminales et un professeur. La liberté de la presse nous fait penser à être libre de s'exprimer sur une idée ou une information en toute liberté. Cela permet que chacun puisse donner son avis. Ça peut aussi permettre de partager autre chose aux internautes et aux lecteurs. Nous avons interrogé Marine et Charlène en terminale pour avoir leurs opinions sur la liberté de la presse. Pour elles, c'est la liberté d'expression et de pouvoir dire ce qu'on veut à n'importe quel moment. Nous avons, pour compléter, pris le témoignage de Monsieur Lenoir, enseignant, qui pour lui, la liberté de presse n'est pas aussi évidente que ça. En effet, peut-on vraiment dire que la liberté de presse est réellement libre quand ses principaux titres sont concentrés entre les mains de 8 groupes multinationaux? C'est l'exemple de TF1 qui appartient au groupe Bouygues. Mais est-ce que c'est vrai tout ça? Voyons avec Mélia, Lola, Enola et Emma. Non mais Nola, qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ce qui se passe sur Twitter? Il se passe quoi encore? Mais ça dit que Mme Macron est enceinte. Non mais Emma, tu crois tout, c'est Twitter, arrête de croire toutes les fake news. Mais je te dis que c'est vrai. Bah on va aller vérifier. Ok. Dis-nous Mélia, comment se protéger des fake news? Alors il faut faire attention aux bouches à oreille, vérifier si l'information est vraie et aller au-delà des titres. Et comment évolue le fake news? Alors il y a beaucoup de personnes qui vont publier des informations où ils ne vont pas vérifier les sources et on ne va pas savoir si l'information est vraie ou fausse. Et comment on voudrait que cela évolue? Alors il faudrait que les informations soient vérifiées avant d'être publiées sur Internet. Et pour l'intelligence artificielle, il faudrait que ça soit dans un cadre professionnel et que ça soit utilisé de la bonne façon. Merci à tous les participants, à ceux qui sont passés à l'écran et qui ont travaillé dans l'ombre. Grâce à vous, nous en savons plus sur la liberté de la presse. Bon allez, je vous laisse, je suis pressée, je dois me libérer.
Alors, Karen Lajon, que pensez-vous de cette définition de la liberté de la presse ? Déjà, je trouve que le film est très bien, très mignon, très enlevé, c'est vivant, c'est sympathique. Qu'est-ce que je pense de la liberté de la presse ? Ça, c'est un vaste sujet. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de réponses. Il va falloir synthétiser ça. Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de fantasmes sur ce qu'on appelle la liberté de la presse. Il faut faire attention aussi entre... c'est aussi un fantasme de penser qu'on peut dire absolument tout ce qu'on veut ou on est dans l'obligation, on doit dire, comment dire, non. Oui, quelque part, on exige de nous qu'on dise absolument ce qu'on veut. Moi, je ne crois pas non plus à ça du tout. Je rappelle quand même qu'en France, on ne va pas encore en prison pour ses opinions. On peut dire que Emmanuel Macron était Hitler, on ne va pas en prison. Voilà, il y a quand même, il faut un peu recadrer les choses. Hein. Et puis, donc, le mot responsabilité a été utilisé. Je pense que c'est très important aussi. Il faut savoir que quand on écrit ou quand on dit quelque chose en radio ou en télévision, on est quand même... il y a des conséquences, hein, on n'est pas, il faut faire attention, quoi. Donc, et également dans ce qui est dit dans la liberté de la presse, je trouve aussi qu'il faut distinguer. Il y a deux métiers dans le métier de journaliste. Vous avez les éditorialistes qui donnent leur point de vue, donc qui ont une certaine liberté d'expression. Et vous avez le reporter, qui est mon cas, hein, ça fait 40 000 ans que je fais du reportage, et où moi je ne donne pas mon opinion. Le choix de mes sujets, les angles et tout ça, évidemment, donne un éclairage sur ce que je peux éventuellement penser, mais il ne faut pas non plus fantasmer sur le fait qu'un journaliste, il donne son opinion. Ça n'est pas ça. Un journaliste, c'est une courroie de transmission, on vous dit quelque chose et vous le rapportez le mieux que vous pouvez. Sans cette fameuse objectivité, l'objectivité, elle n'existe pas. Elle est forcément, il y a forcément de la subjectivité dans ce qu'on rapporte. À part, j'allais envie de dire, les chiffres. Un accident de voiture, il y a deux morts, voilà. C'est clair et net. Dans une guerre, par exemple, les chiffres ne sont même pas eux-mêmes objectifs puisqu'il y a de la propagande des deux camps. On le voit en ce moment entre l'Ukraine et la Russie. C'est très compliqué d'avoir des chiffres du nombre de morts. Donc même ça, c'est comment dirais-je, c'est compliqué à établir. Donc la liberté de la presse, c'est un grand mot, c'est un vaste concept. Après, quand vous travaillez, vous êtes comment dirais-je, confronté à la réalité du terrain, à la réalité de la personne qui détient le journal, ils l'ont bien dit, la concentration des médias, et qui fait que ça peut être compliqué parfois sur certains sujets délicats. Moi, je travaille pour le groupe Bolloré. Il y a des sujets pour le service politique qui sont compliqués à aborder, c'est sûr. Et est-ce que vous trouvez peut-être dans l'évolution du contexte politico-sociétal, qu'il y a eu aussi une évolution du coup de cette liberté de la presse et de cette liberté d'expression ? Ou est-ce qu'elle est la même qu'avant ou pas ? Bon, je suis un peu vieille, mais pas tant que ça. Donc j'avoue que je ne sais pas comment c'était au tout début. Mais on a, comment dirais-je, ça va dépendre des groupes, ça va dépendre... si vous prenez le Washington Post, qui appartient à un grand milliardaire américain, et quand on lit le contenu du Washington Post, moi je trouve qu'il y a une liberté il y a une liberté. Le groupe Le Monde, par exemple, qui était tenu aussi par des privés, tous les sujets sont abordés. Bon, j'imagine qu'en interne, peut-être que certains se plaignent parce qu'on ne va pas pouvoir parler du travail de Free, comment dirais-je, dont le patron c'est Xavier Niels, hein, par exemple. J'imagine c'est un peu compliqué. Le groupe Bolloré aussi, c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'à toute époque, c'est comme ça. C'est des rapports de pouvoir. Dans la vraie vie, les choses ne sont pas simples. Hein. C'est pas noir et blanc. Il y a toujours une zone grise. Et la presse en fait partie. Hein, ça, c'est sûr. Mais même en interne, dans un journal, vous avez des bagarres, forcément, entre la rédaction, la direction de la rédaction et la direction de la rédaction et la direction du groupe, par exemple. Tout ça, c'est des jeux de pouvoir. Voilà, c'est la réalité, c'est comme ça. Et ça complique un peu cette idée de liberté de la presse, mais je rappelle qu'elle existe quand même encore en France. Hein.
Ok. Moi, Gaëtan, bonjour. Bonjour. Je vais appeler maintenant les élèves de la MFR, Cyrielle et Kylian, qui vont nous parler de liberté d'expression. Cyrielle, tu vas nous parler de liberté d'expression dans le monde et Kylian de liberté d'expression en France. Donc oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Kylian de la MFR Service de Mortagne et donc je vais faire une petite mise en contexte juste avant ma question. Donc nous dans le cadre de la liberté du prix Liberté on s'est intéressé à la liberté de la presse dans le monde et on s'est rendu compte qu'il y avait des inégalités qui existaient. Et donc en effet, quand on s'est penché sur le cas de Niloufar Hamedi, donc elle a traité un sujet de Mme Amini, qui était une jeune Iranienne de 22 ans, et donc elle est décédée 3 jours après son arrestation par la police. Donc cette journaliste, Niloufar Hamedi, elle est aussi iranienne, et elle est actuellement emprisonnée depuis 8 mois pour avoir posté une photo sur Twitter. Donc c'était les parents de la jeune fille qui se prenait dans les bras. Donc la journaliste de 31 ans est toujours derrière les barreaux actuellement et son procès n'a pas encore eu lieu. Lors de nos recherches, on a constaté que ce pays, l'Iran, il était classé 177e sur 180 au classement mondial 2023 de la liberté de la presse qui est réalisé par Reporters sans frontières. Pour donner encore un peu plus de sens à ma question, je vais utiliser un autre exemple qui devrait tous nous parler. C'est celui de la France. Lui, il est classé 24e sur 180 à ce classement mondial 2023 de la liberté de la presse. Contrairement à l'Iran, il est beaucoup plus haut dans le classement. Mais pourtant, on se rend compte que, par exemple, lors du 1er mai 2023 à Paris, Rémi Buzine, journaliste de Brut, couvrait cet événement. Et il a, je cite, été pris pour cible intentionnellement et, je cite, a reçu un coup de matraque et un coup de pied infligé par 2 policiers. Notre question, avec votre expérience, que pensez-vous de la corrélation entre le classement mondial 2023 de la liberté de la presse et la réalité du terrain, et comment se fait qu'il y ait ce genre d'événement avec des journalistes ? En France, tu veux dire Alors, partout dans le monde, du coup, quand même, puisque nous, on traitait le sujet sur le monde, mais en France ou à l'étranger, c'est... Alors pour l'Iran, il n'y a pas photo, entre guillemets, c'est pas du tout un pays démocratique. Il se trouve que je connais bien l'Iran parce que j'y suis allée une dizaine de fois depuis 1994. Le parallèle est osé, je trouve, parce qu'on compare quand même des situations qui sont pas comparables. On peut pas. Je connais bien, enfin, je connais l'histoire du journaliste de Brut. C'est regrettable, bien évidemment, mais ça me paraît difficile de mettre au même niveau deux situations dans 2 contextes politiques complètement différents. On parle d'une dictature d'un certain côté, et de l'autre, on est dans ce qu'on appelle une démocratie occidentale. Une démocratie occidentale qui, comme toutes les démocraties occidentales en ce moment, se raidit, parce qu'il y a des tensions politiques et économiques qui font que le gouvernement et les populations, désormais, ça passe pas. Donc, lors des manifestations, il se trouve que, c'est pas du tout mon secteur, la France, mais il se trouve que le premier mois des Gilets jaunes, c'était ma ville, Paris, donc j'ai demandé à couvrir les Gilets jaunes tous les samedis, parce qu'on boucle le samedi. Et j'ai commencé par le fait divers, donc je suis une ancienne fait diversière, je connais très bien les manifestations, je sais comment ça se passe et tout ça. Donc j'étais très étonnée du niveau de violence des 2 côtés, des manifestants et de la police. Niveau de violence qui de toute évidence a augmenté cette année. Maintenant, je sais que c'est pas du tout entendable pour vous, mais enfin je le dis quand même. Et malgré les dérives de ces derniers mois, parce qu'il y a des dérives, une manifestation aux États-Unis, je vous garantis que ça se passe pas comme ça. Déjà parce que les policiers sont armés et qui tirent. Donc déjà,
c'est réglé. Donc il faut bien faire attention quand on écoute, enfin quand on parle des violences et de la liberté, ça me paraît toujours très, très délicat. Et même s'il y a eu des... C'est pas même d'ailleurs, il y a eu des abus, on est quand même dans un pays où on peut encore exprimer son mécontentement et pire, sa colère. Partout dans le monde où je vais aujourd'hui, on me pose la même question, mais qu'est-ce qui se passe chez vous le samedi ? Pourquoi vous cassez tout ? Voilà, donc moi je n'ai pas la réponse. Moi je reconnais que je suis incapable de dire aux gens, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête des manifestants, je ne sais pas. Et ça n'est pas possible aux États-Unis, ça n'est pas possible dans plein de pays. Il y a quand même j'allais dire, une espèce de tolérance, entre guillemets, à l'expression verbale et physique, ici, qui est assez grande et qui, en contrepartie, évidemment, a engendré un durcissement notable de la part des autorités. Vous avez en face un État qui ne veut pas être bousculé. Voilà. Donc c'est des règles du jeu qui sont en train de changer, qui sont en train de se durcir. Et chaque camp est en train de réaliser que ça ne se passe pas du tout comme il voulait et ça ne se passe pas de manière aussi gentille qu'il y a quelques années. On est sur un mode, j'ai envie de dire, guérilla urbaine, sommet de Gênes, il y a quelques années, que j'ai couvert d'ailleurs, et qui a été, avec Seattle, l'un des premières manifestations à un niveau de violence assez élevé, qu'on retrouve aujourd'hui d'ailleurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, si c'était très clair, mais... Si, merci beaucoup. C'est gentil, tu es généreux. Ouais. Alors, bonjour. Bonjour. On m'entend bien ? Bonjour. Du coup, moi, je suis Cyrielle Montemin, je viens de la MFR Service et je viens vous parler de la liberté de la presse en France. J'ai pas compris au tout début, tu es quoi, pardon ? Je suis élève à la MFR Service de Mortagne-au-Perche. Donc... la liberté de la presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion et d'expression. En effet, la loi de 1881 qui définit l'arrivée des grands patrons à la tête des 7 groupes de presse motivés par l'argent empêche les journalistes d'exercer leur métier comme ils le devraient. Pour exemple, l'article publié par France Info le 15 octobre 2021, il me semble, expose justement la complexité de la situation qui est la déprogrammation de différents documentaires, dont un intitulé « Évasion fiscale, enquête sur le crédit mutuel ». Alors, Monsieur Bolloré, donc, voilà, refuse la diffusion d'un programme, d'un documentaire, parce que le Crédit Mutuel est un partenaire financier du groupe Bolloré. Pourtant, les journalistes avaient réalisé un réel travail d'investigation et ces journalistes se sont fait renvoyer car ils ont refusé de se soumettre aux conditions de travail qui leur étaient plus ou moins imposées et qui allaient à l'encontre de leur déontologie de journaliste. D'ailleurs, Nicolas Vescochi, ex de Canal+, et co-auteur de ce documentaire, conclut « C'est l'histoire d'un groupe de journalistes qui croient en leur travail, qui produisent une enquête de qualité et qui se font censurer en direct par un grand patron. » Alors nous nous interrogeons, la loi de 1881, qui définit les libertés et responsabilités des journalistes français, est-elle encore d'actualité avec l'arrivée des grands patrons ? Une autre vaste question. Alors, j'ai envie de dire welcome dans la vraie vie, hein, parce que entre les textes qui datent de 1800 et puis la réalité d'aujourd'hui, il y a une marge. Deuxièmement, je travaille pour le groupe Bolloré, donc j'ai une obligation comment dirais-je, oui, une obligation et un devoir de ne pas dire certaines choses. Donc c'est une question qui est très compliquée, ce que tu me poses. Donc je ne me prononcerai pas sur
L'exemple du journaliste, je connais très bien l'histoire, bien évidemment, mais je ne peux pas répondre à ce genre de questions. Je peux juste vous dire que le rapport de force, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Entre un gouvernement et la presse, il y a toujours eu un rapport de force, ça a toujours existé. Aujourd'hui, on est à l'époque des concentrations de médias. C'est un type de rapport de force aussi qui s'est instauré. Et c'est à nous, les journalistes, de battre en brèche ce genre de choses. J'ai envie de dire, on est payé pour rapporter l'information et quelque part, on est aussi payé pour se battre contre l'adversaire qui ne veut pas que l'information sorte. Ça fait partie de nos devoirs, si tant est qu'on en ait un. Donc, les exemples que tu as donnés sont exacts, mais ils ont existé de tout temps. Enfin, je pense qu'ils existeront après ma mort, quoi. Ce sont des rapports de force, c'est ce qu'on appelle la réelle politique, la vraie vie. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais on va pas. C'est pas parce que c'est marqué dans les. Il y a quand même la France, c'est égalité. Je sais plus quoi, ça m'échappe. Mais dans la vraie vie, ça marche pas comme ça, quoi. Il y a toujours, à un moment donné, quelqu'un qui est plus fort et qui dit « moi, je veux ça, moi, j'interdis ça ». Est-ce qu'on est obligé d'obéir ? La réponse, elle est non, bien évidemment. Et avec nos outils, nous, les journalistes, en tout cas, on essaye de rester debout, j'ai envie de dire, et de rester digne. Voilà. D'accord. J'ai une question. Vous parlez de rapport de force. Est-ce que c'est la presse qui doit dicter ce rapport de force ? Est-ce que c'est la presse qui quoi ? Qui doit dicter, diriger ce rapport de force ? Non, je dirais que ça marche dans les deux sens de toutes les façons. Donc, non, ça marche dans les deux sens, je pense. Et puis, non, c'est forcément. J'avais un psy qui m'avait dit un jour, le tango, ça c'est à deux, on le fait à deux. Quand on danse un tango, c'est un rapport de force, c'est toujours deux personnes, parfois trois, mais oui, donc c'est forcément. D'un côté le gouvernement, de l'autre côté la presse, quand elle a un scoop en particulier qui va chatouiller les moustaches du gouvernement, c'est elle qui dirige la manœuvre, forcément. Mais ouais, non, c'est les deux pour moi. Et est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, peut-être ce rapport de force est plus dans un sens que dans l'autre ou pas ? C'est-à-dire que le gouvernement veut imposer son rapport de force ? Oui, ou le contraire, ou que la presse essaie d'imposer au gouvernement son rapport de force. Moi, j'ai envie de dire que l'opinion publique essaye d'imposer son rapport de force au gouvernement et à la presse. Pour le coup. Et du coup, il y aurait est-ce que ça serait qu'un rapport de force, on va dire, à trois parties, ou est-ce que vous voyez peut-être un parti supplémentaire dedans ou pas ? Parce que vous parlez d'opinion publique, du gouvernement, des journalistes, mais vous parliez aussi des dirigeants des grands groupes qui, eux, ne sont pas journalistes, qui, eux, ne sont pas politiques, et du coup, eux, où ils se placent peut-être dans cet échiquier ? Eux, ils ont des intérêts économiques. Donc, qui dit intérêt économique dit forcément on veut maîtriser les médias, en l'occurrence. Mais moi, je suis moins inquiète par ça que par les gens qui... toutes ces histoires de fake news... toutes ces personnes qui confondent journalisme et donner son opinion, moi je suis beaucoup plus inquiète par ça, parce que je suis plus inquiète par le fait que quoi qu'on écrive, personne ne nous croit aujourd'hui. Ça m'inquiète beaucoup plus que le rapport de force entre le gouvernement et la presse, franchement. J'ai envie de dire que le politique, il nous croit encore. L'homme de la rue, il ne nous croit plus du tout. Donc ça m'inquiète vraiment, vraiment beaucoup. Moi, je n'ai pas un revolver sur la tempe par M. Bolloré qui me dit « Vous avez écrit ça, vous n'avez pas le droit. Ça ne marche pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Merci beaucoup. Merci Cyrielle et Kylian. Et on va... Voilà. Et on va accueillir tout de suite deux élèves du lycée Le Verrier, Liséa et Tia, qui vont nous parler de la liberté de la presse, et notamment au Royaume-Uni et au Qatar. Au Qatar ? Bonjour à tous. Nous sommes ici pour rencontrer et avoir la chance de discuter avec Karen Lajon, reportrice de guerre.
Son métier ne serait pas possible si la liberté d'expression n'existait pas. La liberté d'expression est un droit fondamental qui permet à chacun de s'exprimer librement sans être réprimandé ou censuré. Cela permet de partager nos idées, de débattre et d'apprendre des autres. Ce droit est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, plus précisément dans l'article 19. Cependant, il est important de respecter le discours des autres et d'éviter tout discours haineux ou discriminatoire. Malgré le fait que ce soit inscrit dans la loi universelle, chaque pays a sa façon de l'utiliser. C'est pourquoi je vais vous parler du Royaume-Uni, dont la liberté d'expression est constitutionnellement protégée, mais à de certaines limites. C'est-à-dire que le Royaume-Uni interdit notamment la diffamation, la haine raciale ou encore l'incitation à la violence, ce qui est normal pour nous car c'est le même cas en France. Le Royaume-Uni est un pays très ouvert d'esprit, alors qu'on pourrait croire le contraire à cause de la famille royale. Dans ce pays, les reporters de guerre, comme Karen Lajon, ont totalement le droit d'exercer librement leur métier, c'est-à-dire de rapporter des informations aux médias dans les zones de conflit. Évidemment, les reporters de guerre doivent respecter la vie privée et sont interdits de publier de fausses informations. Au Royaume-Uni, les reporters de guerre ont des règles de sécurité à respecter, incluant par exemple le port d'équipements et de protection. Ce pays protège réellement les reporters de guerre, et cela depuis 1992. Comparé aux autres pays du monde, le Qatar limite énormément la liberté d'expression. Il est strictement interdit aux Qataris de critiquer le gouvernement, la famille royale, la religion de l'État étant l'islam, ou sa culture. La violation de ces règles peut entraîner à des arrestations ou encore des emprisonnements. Tout est entièrement contrôlé par l'État dans ce pays. En aucun cas, un reporter de guerre serait libre. Les informations diffusées seraient automatiquement faussées par l'État. Il est triste de se dire qu'en 2023, tout le monde n'est pas libre de dire clairement ce qu'il pense, sous risque de sanctions. La liberté d'expression est un droit extrêmement important pour la construction d'un monde en paix où tout le monde pourrait donner son avis. Merci. Du coup, vous, Karen, qu'est-ce que vous pensez peut-être de ces différences, des inégalités dont les reporters de guerre sont traités peut-être entre différents pays, entre différents systèmes politiques? Qu'est-ce que vous pensez de ces inégalités? Mais c'est pareil, c'est comme le cas précédent, c'est compliqué de comparer la Grande-Bretagne, qui est une démocratie, voilà, et puis le Qatar, qui n'est pas une démocratie. Donc c'est un petit peu... Alors, c'est pareil, alors... Il se trouve que j'ai couvert le couronnement du roi, donc il y a 3 semaines ou un mois, je ne sais plus. Et j'étais donc à Londres, et c'est pareil, il ne faut pas fantasmer, on fantasme surtout. Les Anglais ont... Apparemment, tout est beau, tout est rose pour la presse là-bas et pour la fameuse liberté d'expression, mais ce n'est pas si vrai que ça. Parce que il se trouve que ça s'est passé devant mes yeux, donc je le raconte assez facilement. Il y avait un monsieur à côté de moi qui avait un gilet jaune comme s'il était bénévole, et je vois d'un seul coup les types de la sécurité, enfin les bobbies plutôt, les policiers, qui le regardent de manière assez fixe et qui viennent le chercher. Alors à l'inverse, j'ai envie de dire, dans le contexte actuel des manifestations chez nous en France, ils ne sont pas armés, les policiers, et ils sont venus le chercher en douceur, mais vraiment en douceur. Ça n'a pas du tout été un schéma français, bam, 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 pas du tout. Et personne ne sait rien. Les gens se sont aperçus de rien d'ailleurs. Ils ont pris le gars, ils l'ont pris de chaque côté, et ils l'ont sorti de la foule, hein. Et il se trouve que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout bénévole, donc il avait clairement des mauvaises intentions et il voulait s'exprimer. Et en fait, c'était quelqu'un qui était anti-roi. Il fait partie du mouvement très minoritaire des anti-monarchistes. Et ben, je peux vous dire que ce monsieur, on ne l'a pas entendu. Il a été dégagé, vite fait, bien fait. Et le leader assez connu, dont le nom m'échappe évidemment maintenant, du mouvement anti-royaliste, c'est pareil, il a même atterri en prison le jour du couronnement. Donc on est quand même, là encore, dans prudence sur cette fameuse liberté d'expression. Alors, il y en a évidemment 10 fois plus, 100 fois plus qu'au Qatar, ou même au Qatar, on n'a pas le droit de critiquer la monarchie. En Angleterre, on peut aussi on peut se moquer et mettre des moustaches d'Hitler au roi Charles, hein. Après, il se trouve que même chez eux, il y a des limites. Il y a des limites aussi. Donc...
Les démocraties libérales ne sont pas parfaites, mais pour moi, elles restent quand même un peu au-dessus du Qatar, par exemple, où on va en prison pour ses opinions politiques. Je le rappelle. Encore que là, le leader anti-monarchiste, il a passé, je crois, une nuit en prison quand même. Alors après avoir abordé le Royaume-Uni, le Qatar, j'invite les élèves du lycée d'Yvetot Raymond Queneau, donc Émile, Gauthier, Louis, Valentin et Raphaël, à venir sur scène. Ils vont nous parler de la liberté de la presse en Syrie et en Chine. Oh. Bon, au moins là, c'est égal à peu près. Bonjour à tous, je suis Lou Bouteiller et aujourd'hui avec mes camarades Émile, Raphaël, Valentin et Gauthier, nous présenterons la Syrie et la liberté de la presse dans ce pays. Pour vous présenter la Syrie, je vais laisser Raphaël et Émile vous parler de ce sujet. Bonjour, moi c'est Raphaël. Aujourd'hui je vais essayer de vous présenter la Syrie. Alors pour commencer, c'est un pays situé au Moyen-Orient. Il a une petite superficie de 185 000 km². Pour comparaison, la France fait 550 000 km². Le pays possède de nombreuses frontières terrestres avec la Turquie, l'Irak, la Jordanie, Israël, le Liban, mais aussi une frontière maritime avec Chypre, qui est un pays de l'Union européenne. Ce pays est peuplé d'environ 22 millions d'habitants en 2021. La capitale est Damas avec 2,5 millions d'habitants. Mais une agglomération de la ville qui compterait 4 millions d'habitants. Le pays comporte plusieurs grandes villes comme Alep et Homs, qui sont les deux principales villes. Voilà le début de la présentation. Maintenant, je vais laisser la parole à mon camarade Émile, qui lui va finir de vous présenter le pays. Merci Raphaël. Alors je vais continuer. Bonjour, je vais finir la présentation. Sa ville, Alep, se situe au nord-ouest du pays et la ville de Homs se situe à l'est du pays. Petite précision intéressante concernant Damas, c'est la ville la plus vieille du monde. Elle a été fondée au 3e millénaire avant Jésus-Christ. La Syrie a des soucis depuis de nombreuses années. Une guerre civile s'est installée. Cette guerre oppose le dirigeant actuel du pays, qui est Bachar el-Assad, contre l'État syrien. Les forces démocratiques syriennes, mais aussi le groupe terroriste autoproclamé État islamique. Cette guerre a débuté le 15 mars 2011 et elle est toujours en cours. Bachar el-Assad a remporté le combat grâce aux aides des Russes et donc maintenant, Assad a une dictature. Voici notre présentation sur la Syrie. Merci beaucoup. Maintenant, pour vous parler de la liberté de la presse, je vais laisser la place à Gauthier et Valentin. Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous informer sur la liberté de la presse en Syrie. En Syrie, les citoyens et journalistes ne peuvent pas s'exprimer librement. Ils n'ont généralement pas le droit à la liberté d'expression sur certains sujets qui sont parfois délicats. Et pour les journalistes, ils ne peuvent pas s'exprimer ou diffuser certaines photos ou vidéos. Depuis 2011, le pays est en guerre. La situation est très mauvaise sur les droits de l'homme dans le pays. L'état de guerre a provoqué la fuite de plus de 6 millions de personnes de la Syrie et plus de 6 millions de personnes se sont déplacées dans le pays. À cause de ces problèmes, cela a engendré d'énormes besoins humanitaires. Cela est prouvé par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Comme mes autres camarades tout à l'heure, je vais maintenant laisser place à Valentin qui va finir d'expliquer la liberté de la presse sur le pays. Bonjour, je vais finir de vous expliquer la liberté de la presse en Syrie. Donc maintenant, à cause de ces problèmes, le pays ne veut pas diffuser des sujets sensibles, que cela soit une image, vidéo ou discussion, car ils ont été accusés de crimes de guerre. En conséquence, certains journalistes se retrouvent emprisonnés ou voire même dans de graves cas exécutés. Selon l'ONU, elle parle de 5000 morts depuis le début des violences en mars 2010. Pour conclure, la situation en Syrie est préoccupante. Merci à tous de nous avoir écoutés. Alors, Karen, les élèves nous ont parlé de la liberté de la presse en Syrie. Avant leur exposé, nous parlions de la liberté de la presse comparée entre Syrie et Chine. Vous disiez que c'était plus comparable que tout à l'heure entre le Royaume-Uni et le Qatar. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Oui, parce qu'on est quand même dans deux régimes
fort, le mot est faible. Et encore, je pense qu'en Chine, il y a un peu plus de liberté de la presse qu'en Syrie. En Syrie, il n'y en a pas du tout, c'est un cas carré, voilà, c'est clair, il n'y a pas de liberté de la presse en Syrie. Les journalistes sont emprisonnés, tués. La population, enfin je ne vais pas refaire toute l'histoire de la Syrie, mais on meurt en Syrie pour ses opinions, quoi. La Chine, c'est un peu plus compliqué, hein, parce que on est emprisonné pour ses opinions en Chine, hein. Notamment, je pense à l'histoire du virus. Les toubibs qui ont été les lanceurs d'alerte ont disparu de la circulation. Enfin, on disparaît de la circulation très facilement aussi en Chine. Mais il y a encore des blogueurs, il y a encore... c'est moins dictatorial que la Syrie. Donc, ça me paraît, disons en tout cas, 2 exemples plus comparables que le Qatar ou la Grande-Bretagne, bien évidemment, ou l'Iran et je ne sais plus quel était l'autre pays. Mais j'ai envie de dire qu'en Chine, on est peut-être un poil plus libre quand même qu'en Syrie, où il n'y a pas du tout de liberté. Puis c'est un pays qui est encore en guerre, donc ça ajoute encore une difficulté. Personne ne m'a posé de questions peut-être après sur la Russie et l'Ukraine, mais la Russie et l'Ukraine, par exemple, c'est 2 pays très intéressants en termes de liberté de la presse, parce que tout le monde croit, ou beaucoup de gens pourraient croire qu'il n'y a pas de liberté de la presse en Russie, ce qui est vrai, hein, bien évidemment, et qu'il y en a plus, par exemple, en Ukraine. Mais l'Ukraine, aujourd'hui, c'est quand même 2 propagandes face à l'autre. Donc, c'est compliqué aussi, parfois, en Ukraine. Alors oui, justement, nous aurons tout à l'heure Hugo et Raphaël qui viendront nous parler de cette situation. Et si du coup, je pense, pour compléter ce que vous avez dit sur la Chine, il y a du coup le deuxième groupe du lycée d'Yvetot qui, eux, vont nous parler de la Chine. On les laisse monter sur scène. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis en compagnie de Steve et d'Ambre. Et aujourd'hui, notre thème va parler de la liberté de la presse dans le monde. Mais alors, qu'est-ce que la liberté de la presse exactement ? La liberté de la presse garantit aux journalistes la possibilité d'enquêter librement et d'informer les citoyens sur les sujets de leur choix. Grâce à elle, les médias sont libres de diffuser des avis différents, de commenter, de débattre et de critiquer. Effectivement, ce sujet prend beaucoup d'importance et intéresse de plus en plus, grâce ou plutôt à cause de la guerre russo-ukrainienne. Mes amis, aujourd'hui, nous verrons les différentes conditions dans lesquelles évolue la presse dans le monde, avec une présentation globale, voir si la situation s'améliore ou se détériore, puis ensuite nous verrons un cas de régime totalitaire comme la Chine. Donc Steve, peux-tu nous en dire un peu plus sur la situation globale ? Alors, je vais vous dresser un constat global de l'évolution actuelle de la liberté de la presse dans le monde. En 2022, le rapport de Liberties nous montre que la liberté de la presse est dans un déclin inquiétant en Europe à cause de certains pays comme les pays en guerre. La presse y est presque totalement censurée pour laisser place à une propagande. C'est le cas en Ukraine et en Russie, où ces 2 pays se livrent aussi une guerre d'information. L'organisme Reporters sans frontières, dans leur classement 2022 des conditions de journalisme dans chaque pays du monde, nous font remarquer que dans les pays où le régime politique en place est un régime totalitaire, le contrôle de la presse a considérablement augmenté ces dernières années. Cette année, 40% des 180 pays étudiés affichent une situation difficile, voire préoccupante, contre 38 l'année dernière. Dans le même temps, le contexte est jugé favorable dans seulement 12 pays, soit le nombre le plus bas jamais atteint. En 2022, 12 pays intègrent la zone rouge, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation très grave, comme la Russie ou encore la Corée du Nord. Et donc en France, où en est l'état de la liberté de la presse ? Alors la France est classée 26e au classement publié par RSF en 2022. Le rachat des médias par des hommes d'affaires porte atteinte à la liberté de la presse. Par exemple, Vincent Bolloré, qui possède le groupe Canal+, où l'on y retrouve la chaîne d'information CNews, ou encore Patrick Drahi, qui possède le groupe Altis Media, où il y a la célèbre chaîne BFM TV. Ceci est problématique, car les personnes présentes sur les plateaux télé ne peuvent pas se permettre de dire certaines choses compromettantes sur le groupe télé ou encore sur son propriétaire. Et quel rôle jouent les réseaux sociaux dans la presse moderne ? Avec l'avènement des réseaux sociaux, le phénomène de désinformation devient un danger pour la presse. Il faut donc faire le tri dans les informations diffusées et surtout croiser ses sources. Nous pouvons donc en conclure qu'il y a encore des progrès à accomplir dans le monde pour que les journalistes puissent faire leur travail pleinement dans certains pays.
Oui, donc globalement, une situation compliquée, hein, même pour des pays que l'on ne soupçonnait pas comme la France. Des pays très contrastés, une situation assez critique donc. Ambre, j'imagine donc que les journalistes en Chine doivent être réprimés et que leur situation est difficile. Effectivement, la liberté de la presse est inconnue en Chine. Ce pays est l'une des plus grandes prisons actuellement pour les journalistes, avec plus de 120 d'entre eux détenus dans des conditions inhumaines, comme peut le confirmer la citation du Club des correspondants étrangers de Pékin. Nos conditions de reportage en Chine sont les pires jamais connues dans l'histoire récente de ce pays. La Chine est un pays ayant un régime politique très strict. Les déplacements, les conversations et même la vie privée des correspondants étrangers de presse sont surveillés en permanence par le gouvernement et le Parti communiste chinois. Ils contrôlent les médias tels que Google, Facebook ou Twitter, dont ils ont bloqué l'accès dans le pays entier. Ils profitent de la liberté de la presse des autres pays pour mener des campagnes de désinformation et donc donner une image positive de l'économie, de la culture et du régime politique chinois. La presse étrangère est une cible de choix pour le soft power de la Chine. Tous les jours, les autorités empêchent les rédactions des journalistes qui oseraient enquêter sur un sujet dit sensible et à la place, ils leur imposent de diffuser des messages pour soi-disant protéger l'autorité et l'unité de l'État. Mais qu'arrive-t-il aux journalistes qui parviennent à publier leurs articles ? Si des journalistes parviennent à publier leurs articles sur les sujets sensibles en question, ils risqueront d'être placés sous surveillance jusqu'à 6 mois, être harcelés, détenus, voire même torturés. Des dizaines de journalistes furent arrêtés ou condamnés en 2003 simplement parce qu'ils avaient publié des articles critiquant les mesures politiques du parti ou dénonçant les injustices sociales sur Internet à l'intérieur ou à l'extérieur de la Chine. Cette pression contre les journalistes tourne à l'oppression totale et peut créer des manifestations. La Chine mène alors une campagne de répression contre le journalisme et le droit de l'information dans le monde entier, où le président Xi Jinping a restauré une culture médiatique dans laquelle s'informer est un crime et informer autrui en est un aussi. Et sur le plan économique, que se passe-t-il ? Sur le plan économique, le gouvernement chinois va envisager d'adopter une loi pour interdire tout investissement privé dans les médias chinois, soit publics, soit privés, qui sont placés sous un contrôle de plus en plus étroit, alors que l'administration multiplie les obstacles au travail des correspondants étrangers. Si cette loi est adoptée, elle pourrait donner une base légale aux restrictions déjà existantes et renforcer l'emprise du régime sur les médias, réduisant au silence les dernières voix indépendantes. On peut finalement dire que la Chine ne respecte pas la liberté de la presse et d'expression, car la censure y est très répandue. En Chine, les journalistes sont réprimés et surveillés par le gouvernement. Ils ne doivent pas se montrer hostiles envers le régime, ni le critiquer ouvertement. Dans le classement 2022 de Reporters sans frontières, la Chine se retrouve 175e sur 180. La Corée du Nord, par exemple, est pire que la Chine. Mais cependant, le classement 2023 vient de tomber et la Chine n'a pas plus progressé que l'an dernier. Donc merci. Maintenant, on a quelques questions. Donc, est-ce que vous, personnellement, vous avez un avis par rapport à la Chine ou des expériences à nous raconter ? La Chine, j'y suis allée qu'une seule fois, j'étais en voyage de presse, voilà, un voyage de presse, avec Dominique de Villepin, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Donc, ce que j'ai vu ne correspond pas à la réalité, bien évidemment, puisque tout était organisé. Enfin bref, on a eu une vision très parcellaire de ce qui se passe là-bas. Après, c'est d'une banalité absolue ce que je vais dire, mais vous l'avez parfaitement expliqué, hein, c'est une dictature, les journalistes sont emprisonnés, c'est pas le cas dans les démocraties libérales, c'est le Parti communiste chinois qui contrôle non seulement les journalistes, mais la population. Hein. Pendant l'époque du Covid, les gens recevaient un message, on leur disait vous êtes Covid, restez chez vous. Enfin, ce niveau de surveillance, il est à ce point. Donc c'est tout le peuple chinois qui est comment dirais-je, sous surveillance et susceptible d'aller en prison. Il n'y a pas que les journalistes aussi. Hein. Mais c'est un pays que je ne connais pas, donc je ne peux que dire des banalités de ce genre-là, quoi. D'accord. Et donc moi j'avais une question par rapport au rachat des médias par les hommes de presse. Est-ce que vous pensez que dans le futur, en France, ça va porter atteinte à la liberté de la presse ? Aïe, aïe, aïe. J'ai envie de répondre pareil, c'est-à-dire ni plus ni moins qu'avant. On est toujours dans ce fameux rapport de force. Donc, oui, évidemment que d'un certain côté, on
on peut facilement penser que ça va être beaucoup plus compliqué pour les médias de s'exprimer, mais ça nous renvoie à notre devoir de nous battre aussi pour garder donc ce fameux concept de liberté de la presse, qui est un très beau concept, mais qui se heurte quand même à la réalité du terrain souvent. Voilà. Je voudrais dire aussi qu'il y a 3 pays que vous n'avez pas cités. Le Mexique, qui est le pays où on tue le plus de journalistes. Les journalistes sont tués là-bas, véritablement, pour ce qu'ils écrivent. Je peux vous dire que d'être journaliste au Mexique, vous avez compris pourquoi vous êtes journaliste. Si nous, en Occident, on oublie un peu parfois, eux, ils savent pourquoi ils travaillent, pourquoi ils écrivent. L'autre pays qui est intéressant aussi de mentionner, c'est Israël. Vous avez un pays qui est capable de faire déprogrammer des docs de la BBC en l'occurrence, parce que ça ne va pas dans la ligne israélienne. Je parle d'un pays donc démocratique. Et l'autre pays qui est en train de suivre cette tendance, c'est l'Inde, qui dernièrement a non seulement fait déprogrammer un documentaire, encore une fois de la BBC, parce que la BBC fait bien son travail, qui était contre Modi. Ils ont non seulement déprogrammé le documentaire, et ça c'est inédit, ils ont fait un raid dans les bureaux de la BBC, ils ont assigné à résidence tous les journalistes de la BBC, ils ont pris les téléphones, ils ont pris les ordinateurs. Alors il n'y a pas eu beaucoup d'écho en France, mais je peux vous dire que là-bas c'est perçu comme un signal rouge. Ça veut dire que le gouvernement indien est en train de glisser lentement mais sûrement vers une dictature où la liberté de la presse va être très compliquée aussi. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous trois de Merci à vous. témoigné. Alors, on enchaîne, c'est le retour d'une vidéo avec les jeunes de la mission locale qui ont répondu à 3 questions sur la liberté de la presse. C'est parti. Pour moi, c'est le principe de pouvoir, via la presse, de pouvoir parler de tout sujet. Pas forcément des choses qu'on a peut-être pas forcément l'habitude d'entendre, tu vois. Eh ben, on peut dire que c'est un peu tout. C'est central à une démocratie qui fonctionne, un pays de droit qui fonctionne. Une presse qui a le droit de dire tout ce qu'elle veut sans être censurée par l'État, par l'Église ou je ne sais quoi. Si on n'a pas la liberté de la presse, au final, on n'a un peu rien. Alors selon moi, la liberté de la presse, c'est la liberté d'expression de tout le monde. Pour moi, ça comprend à peu près la liberté d'expression, on va dire. Tout comme la liberté d'expression n'atteigne pas la liberté de l'autre ou l'intégrité de l'autre, quoi. C'est la liberté de pouvoir dire des choses. Les choses les plus importantes et puis après le reste, après, je pense. Je sais pas trop. C'est quelque chose de central, ouais. Quelque chose de central dans une société comme la nôtre qui se dit libre. Alors selon moi, en France, oui, elle est plutôt bien respectée, même si elle devrait peut-être améliorer. Je pense que oui. Mieux que dans la majorité des pays, même les autres démocraties, même les autres pays riches. Non, c'est trop censuré et les sujets sont pas assez, on va dire, développés. Honnêtement, quand on compare à ailleurs, oui. Alors oui, non, du coup. En France, je pense qu'elle est plutôt bien respectée, mais il y a quand même des défauts. Quand on compare par exemple aux États-Unis, où tous les speeches sont déjà préécrits, ou par exemple dans d'autres pays comme la Corée du Nord, où c'est littéralement impossible de s'exprimer. Il y a sûrement quand même des violations, mais est-ce que c'est systémique? Est-ce que c'est dû au gouvernement en soi? Peut-être pas forcément, c'est peut-être plutôt des individus qui seraient corrompus. À mes yeux, c'est normal qu'il y ait un peu de censure quand ça dérape. Quand tu commences à aborder des sujets en dénigrant indirectement, que ce soit directement ou indirectement quelqu'un, une personne, une communauté ou une religion, n'importe quoi. Ça va pas, quoi, en fait, à mes yeux. On doit en avoir, oui, qui doit être respecté, mais peut-être pas sur tout, je pense. Des choses qui sont peut-être pas forcément, ils ont peut-être pas forcément le droit. T'en as qui esquivent les limites et qui le font quand même. Totalement, bien sûr, parce que en étant libre de pouvoir dire tout ce qu'on veut, on peut aussi dire des fausses choses, littéralement. Donc oui. Oui. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où tu offres une liberté sans contrôle, forcément que certains vont en abuser et en profiter pour faire de la fake news.
Après, à mes yeux, il devrait y avoir un système de gestion, parce que la liberté impose des devoirs aussi. Depuis un bon moment, oui. Faut savoir qu'on peut entendre une news et juste par derrière, on a une personne qui va rajouter, on va dire, un truc à la news qu'on n'a pas forcément entendu, du coup, peut être fake. Bon, non, pas forcément. La presse, en général, tant qu'il y a de la presse, il peut y avoir des fake news. C'est, voilà, en soi, si on dit tout le monde peut dire ce qu'il pense, tout le monde peut dire n'importe quoi, bah oui, on peut dire n'importe quoi. Oui, je pense que bien sûr, ça ouvre la porte aux fake news, mais je pense que c'est un prix à payer. Eh bien, merci aux jeunes de la mission locale. Ils sont là, ils sont présents, donc j'aimerais savoir s'ils ont quelque chose à rajouter. Est-ce qu'ils ont quelque chose à dire ? Vous pouvez témoigner, les gars. Vous voulez dire quelque chose, les garçons? C'est bon? Ok. Alors, Karen Lajon, qu'est-ce que vous avez retenu de cette vidéo? Est-ce qu'il y a un passage, un témoignage que vous avez retenu? Qui est-ce qui me parle? Ah, c'est toi, pardon. C'est moi. Je perds la tête. Plusieurs choses. Il y a d'abord une chose, liberté de la presse et fake news. Alors pour vous, moi ce que j'entends dans ce qui est dit là, c'est la presse qui balance les fake news. Bon, je m'insurge, hein. Non. Les fake news, c'est les réseaux sociaux. Hein. Soyons clairs, hein. C'est pas la liberté de la presse qui crée les fake news. Ça, pour moi, ça va pas du tout. La deuxième chose que j'entends, c'est le paradoxe. C'est le joli concept de la liberté de la presse. On veut de la liberté de la presse, mais bon, le problème, comme ça engendre des fake news, il faut quand même un contrôle. Donc vous êtes dans le paradoxe. Alors, vous voulez quoi? Qu'on dise ce qu'on veut ou que ce soit contrôlé? À mon avis, il y a deux choses aussi qui s'entrechoquent, quoi. C'est les deux choses. Et alors la troisième chose que j'ai entendue, mais alors j'ai peut-être pas bien entendu, il y a un jeune homme qui doit être là, non, je sais pas s'il est là, parce que c'est les garçons qui sont là, non, qui disait qu'aux États-Unis, les papiers étaient préécrits, je sais pas ou j'ai pas compris, je sais pas, il y a un truc bizarre qui a été dit. Oui, si je me souviens bien, il disait que les discours étaient déjà préécrits et envoyés à la presse. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Je sais pas d'où il sort ça. Je sais pas. Ça, c'est bizarre. Ça voudrait dire que les papiers sont soumis au gouvernement avant de passer, c'est ça? Je comprends pas. Je pense que c'est ce qu'il voulait dire. Oui, mais c'est n'importe quoi. Non. Ça, c'est n'importe quoi. Non. Faut arrêter. Là, on est dans la théorie du complot, là. Attention. Justement, on parlait tout à l'heure du classement de la France au niveau de la liberté de la presse. 24e sur 180 pays. C'est pas un score un peu faible? C'est décevant pour la France, 24e. Ouais, c'est un peu navrant, mais je sais pas. Il faudrait voir comment. On était à combien l'année dernière? On a perdu, non? Je me souviens plus. Normalement, on a gagné 3 places. On a gagné 3 places? Oui. Non, on a perdu 2 places. Ouais. C'est un petit signal d'alarme quand même, c'est évident. Ouais. Ça veut dire, encore une fois, qu'on est dans le fantasme, c'est-à-dire que sur le papier, la liberté de la presse, c'est un très joli concept, mais dans la réalité, ça se heurte à la réalité. Et dans la réalité, il ne faut pas qu'on imagine que c'est acquis et qu'on doit être dans le combat en permanence. C'est le combat des journalistes. Hein, voilà. Et je pense que c'est la moralité de ce triste classement, effectivement. Quelle place occupent les États-Unis? Je ne sais pas ça. Et qui est premier? La Norvège. D'accord, m'étonne pas. Et bien maintenant, je demande aux élèves du lycée de Grand Couronne de venir sur scène pour leur présentation, toujours sur le thème de la liberté de la presse.
Bonjour à tous, je m'appelle Raphaël, je suis en classe de 2 GPPE, je suis avec mon camarade. Bonjour, je m'appelle Diego, je suis en classe seconde de TP. La vidéo, c'était pour montrer qu'au début, nous avons choisi une couleur comme du noir et blanc, c'est pas vraiment une couleur, c'est pour montrer que... comment dire, on n'avait pas vraiment le droit de liberté d'expression, comme ce qu'on avait marqué sur le tableau. Tais-toi, crois-moi, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir notre propre opinion. On doit croire ce que la personne dit et on doit se taire. Et après aussi, c'est comme ce qu'on a vu dans la salle de classe. Déjà, on rentre en mode, on est obligé de rentrer tout droit, tout le monde passe, même si ça paraissait triste et tout. Donc voilà. Et après, comment dire, après, on arrive au moment où on arrive dans le CDI, où il y a tout le monde qui a les feuilles avec le truc du complot et des trucs comme ça. Ça tourne et on repasse en couleur pour dire que cette fois-ci, on est dans le positif, dans la liberté d'expression. Donc on voit que... on voit qu'on a le droit de s'exprimer, comme ce qui était marqué sur le tableau que certains de nos profs ont marqué. Où c'était... C'était marqué quoi sur le tableau? Sur le tableau, c'est marqué la liberté d'expression. Et après, comme ce qu'on a vu, il y a mon camarade Justin qui est passé au tableau pour nous montrer, comment dire, nous expliquer le cours. Moi qui ai répondu. Dédicace à toi, Justin. Et du coup, c'était pour montrer ça et pour dire qu'on passe d'un début de vidéo où nous n'avons le droit de rien s'exprimer et qu'à la fin, on a le droit de s'exprimer et qu'on est dans le positif. Alors, Karen, on l'a vu dans ce film, à la fin, justement, où on passe du noir au blanc à la couleur. Les élèves terminent par une vision du journal Charlie Hebdo. Est-ce que pour vous, ce journal est un maillon important dans la liberté de la presse, notamment? On se rappelle également les attentats que la rédaction ont connus il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, forcément, surtout qu'ils ont quand même été tués pour leurs opinions. Donc, alors, je voudrais quand même féliciter le petit film, j'ai le droit de féliciter le court-métrage. Qui est, comment dirais-je, un joli morceau d'imagination aussi, hein, c'est pas mal vu. Pour moi, il y a un peu de confusion entre liberté de la presse et liberté d'expression, mais ça, c'est voilà, et c'est un peu ce que j'ai ressenti, mais c'est pas la même chose, hein, je pense. Hein. Mais oui, Charlie Hebdo, c'est l'exemple, le tragique exemple que la liberté de l'expression associée à la liberté de la presse, parce que c'est un journal, a été sanctionnée pour ses opinions. Ça, c'est clair. Ouais. Et effectivement, malheureusement, les journalistes sont morts en France pour avoir écrit et montré des dessins qui n'ont pas plu à certaines personnes. Comme au Danemark d'ailleurs, parce que tout est parti des caricatures de Mahomet à l'époque où le journaliste n'est pas mort, mais il vit sous protection policière depuis toutes ces années. Hein. Donc oui, forcément, Charlie Hebdo, ça parle, bien sûr. Et vous faites également la différence très précise entre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Pouvez-vous développer un petit peu? Oui, en ce sens que pour moi, par exemple, le très joli court-métrage, je le redis, est aussi un exemple pour moi il est biased, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qu'il est biaisé. Il a été conçu pour montrer que il n'y a pas de liberté d'expression, qu'il y a un truc qui ne va pas. Et à la fin, c'est nous. C'est encore une fois, pour moi, vous confondez liberté d'expression et liberté de la presse. Voilà ce que ça m'inspire. Hein. Ah, je sens que quelqu'un veut s'exprimer ou non? Non, pas du tout. Contester, je ne sais pas. Il y a une confusion pour moi. On ne parle pas de la même chose. Et du coup, vous la mettez où, la limite entre liberté d'expression et liberté de la presse?
C'est pas la liberté de la presse. Faut quand même repenser c'est un travail d'être journaliste. C'est un travail. On n'est pas là, je le répète, on n'est pas là pour donner son opinion. On est là pour. Je parle pas des éditorialistes, c'est autre chose. Je parle du métier de reporter. Donc ça n'a rien à voir avec donner son avis. La liberté d'expression, elle est comment dirais-je, elle est pour les gens. Voilà, ce que je vois dans la liberté d'expression aujourd'hui. Pour moi, c'est les fake news, c'est tout ce qu'il y a dans les réseaux sociaux. Alors, c'est des gens, ils ont le droit de donner leur point de vue, ils ont le droit de raconter des conneries, mais c'est pas du journalisme. Là, faut pas tout confondre. On n'est pas du tout dans le même registre, en fait. Et dans cette liberté d'expression, j'entends dans le court-métrage précédent que même les jeunes qui sont là voulaient un peu de cadrage quand même. Ils ont quand même conscience que faut pas dire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, dans cette fameuse liberté d'expression. C'est comme ça que je le vois, je l'entends plutôt. Merci beaucoup. On va passer tout de suite le lycée Le Verrier qui va revenir sur scène. Et cette fois, du coup, 2 élèves, Guillaume et Timéo, ont préparé une plaidoirie sur la liberté d'expression. On les accueille tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de filles quand même. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Nous sommes ici pour plaider le droit de tous à s'exprimer. Selon l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, toute personne a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété par ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les idées et les informations par quelque moyen d'expression que ce soit. Et pourtant, parmi les 192 pays signataires, dont la Chine, la Russie, l'Afghanistan, nombre d'entre eux bafouent ce droit fondamental. Ainsi, des pays comme la Chine ou encore la Russie répriment toute tentative d'expression opposée au régime. En Chine, justement, bien que la liberté d'expression soit garantie par l'article 35 de la Constitution chinoise de 1982, les journalistes critiquant le régime sont harcelés, surveillés, contrôlés, voire même emprisonnés. De même, les citoyens de la République populaire protestant contre sa politique voient leur accès à Internet supprimé et sont sur écoute au travail et dans la sphère familiale. Leurs messages sont également interceptés. De même, la Fédération de Russie réprime toute contestation. Que dire des journalistes emprisonnés? Que dire des médias contrôlés? Et surtout, que dire des manifestations durement réprimées? Et les nouvelles lois en défaveur de la liberté d'expression n'arrangent rien dans un pays où la situation était déjà critique. De la même manière, les reporters de guerre sont les victimes des belligérants. En effet, 600 d'entre eux ont été tués en 10 ans. Cela va de l'absence de protection au tir délibéré. Couvrir les conflits du globe signifie risquer sa vie perpétuellement. On peut citer Nazé Darwadze, tué en 2003 dans la bande de Gaza. Sahel Ibrahim, tué dans une explosion en Irak. Ou encore Ahmed Hadi Nadzi, tué d'une balle dans la nuque à Bagdad. De fait, les images ou les témoignages qu'ils rapportent entachent les idées véhiculées par la propagande de guerre. Ils deviennent alors des cibles de choix qu'il faut faire taire à tout prix. Ils sont alors menacés, surveillés et, dans les pires des cas, pris comme otages, torturés et enfin exécutés. Mais alors, nous direz-vous, que peut-on faire? Comment redonner un souffle à la liberté d'expression? Tout d'abord, les pays réprimant ce droit fondamental ne devraient pas pouvoir siéger au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans le cas des membres permanents, comme la Chine ou encore la Russie, il faudrait au moins leur retirer leur droit de veto. De même, ces pays n'auraient plus accès aux fonctions de la Banque mondiale tant qu'une amélioration de la situation n'aura pas été constatée. Les menacer d'être retirés de l'Organisation mondiale du commerce pourrait être également un bon moyen de pression. Dans le cas des reporters de guerre, le droit humanitaire international, qui protège tous les journalistes, doit leur garantir une liberté d'action et d'expression, afin qu'ils puissent exercer plus librement, plus facilement leur profession. De même, l'OTAN, l'ONU et le Conseil de l'Europe devraient mettre ensemble leurs mesures afin de mieux protéger les journalistes. En tant que citoyens du monde, nous pouvons tous agir. Merci.
feriez de bons révolutionnaires, mais pas de bons diplomates. Mais bravo. Merci beaucoup. Moi, je voulais du coup vous poser peut-être en réaction à ce qu'ils viennent de dire. Ils ont parlé peut-être d'une possibilité d'une loi internationale sur le droit fondamental de la liberté de la presse. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est possible ? Mais je crois qu'il existe quelque chose au niveau européen. Le Conseil de Strasbourg, vous avez voté quelque chose. Mais là, c'est pareil. On est un peu dans... Alors là aussi, je pense qu'il y a confusion entre liberté d'expression et liberté de la presse, malgré une très jolie prestation. Hein. Je pense qu'il y a aussi une petite confusion. On est encore dans le fantasme, c'est-à-dire qu'on est dans le concept de la liberté de la presse et la réalité du terrain. Et la réalité du terrain, elle vous montre que ça ne correspond pas au texte, quoi. Donc, on est toujours dans cette espèce de grand écart qui fait que on est surpris, désagréablement surpris par ce qui se passe, mais oui, dans les faits, on ne s'en prend pas aux journalistes. Pardon, dans les principes, mais dans les faits, non. Il y a des tas de conflits qui font que il y a eu des vagues. Alors, il y a des vagues d'exécution, après des vagues de kidnapping. Après, c'est autre chose. Chaque conflit un peu a sa spécificité, mais c'est ce qu'on appelle la réalité du terrain, quoi. Ne pas oublier que le reporter de guerre, on lui met pas un revolver sur la tempe. Hein, il n'est pas obligé d'aller couvrir les guerres. Hein, c'est basé sur le volontariat. Je tiens à le rappeler. Donc, quand il est sur le terrain, il a face à lui pas un gouvernement souvent, mais en tout cas une force qui doit contourner toujours. J'ai envie de dire assez bêtement, c'est les risques du métier, quoi, malheureusement. Hein. Et encore aujourd'hui, on est beaucoup mieux équipé en termes d'équipement, par exemple, on est mieux équipé que à l'époque où j'ai commencé, en 92, moi je suis rentrée dans Sarajevo, ville assiégée et bombardée, et au top à ce moment-là, dans une voiture de location 2 places. J'avais ni gilet pare-balles, ni casque, j'avais absolument rien. Et je me souviens que c'était moi qui avais loué la voiture, et j'étais avec une équipe de France 3, donc caméraman et journaliste. Ils se sont battus tous les deux, mais battus véritablement pour ne pas occuper la place derrière, parce que c'était pas 4 portes, c'était 2 portes. Hein. Donc c'était en cas de pépin pouvoir sortir très facilement de la voiture. Et moi j'ai commencé comme ça. Hein. Bon, maintenant j'ai un gilet pare-balles, c'est même devenu beaucoup plus compliqué maintenant, puisqu'il faut faire un stage, une espèce de stage de survie militaro, je ne sais quoi, pour avoir l'autorisation de couvrir les conflits aujourd'hui. Alors je tiens quand même à dire que c'est pas tellement pour notre sécurité que pour des histoires d'assurance et des histoires d'argent, parce que ça coûte très cher aux journaux de faire revenir les gens, de payer des rançons et tout ça. C'est plutôt une préoccupation économique, dirons-nous. Et du coup, dans un contexte où parfois les reporters de guerre sont pris pour cible, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire être journaliste reporter de guerre ? Pris pour cible ou pas cible, ça ne fait pas de différence. Pris pour cible, ça veut dire que la personne qui est en face, en l'occurrence l'agresseur, sait très bien ce qu'il fait. Il ne veut pas justement que l'autre camp ait la possibilité d'exercer son droit de liberté d'expression, évidemment. On est dans une espèce de propagande musclée, ça c'est sûr, mais on veut faire taire l'opposant. Et si l'opposant passe par un journaliste local ou un journaliste international, voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est pas moi qui dicte les règles. Hein. Moi, je les subis en tant que journaliste sur le terrain. Mais après, il faut distinguer, je répète, il faut distinguer ce qui est marqué sur le papier et la réalité. C'est un grand écart, c'est un océan, je suis désolée de vous le dire, mais c'est des illusions. Il va falloir atterrir, les enfants. On va passer à la suite. Tout de suite, on va avoir une vidéo créée par les jeunes du lycée d'Yvetot. Oui, Ouais, vous pouvez venir la présenter si vous voulez, les gars. Allez-y. Dans le cadre du prix Liberté, nous avons reçu Abdul Monam et Assa, un photoreporter indépendant.
Selon vous, comment définiriez-vous la liberté de la presse? La liberté de presse, c'est que les journalistes, les photoreporters puissent pratiquer leur travail sans aucune pression, sans aucun danger. Ça fait partie de la liberté de nous tous, parce que si on imagine un monde de médias indépendants, son histoire qu'on le voit sur les médias, comme on dit, la photo c'est l'histoire, le reportage c'est une histoire, et on a besoin de conserver l'histoire pour nous aujourd'hui et pour les autres générations de l'avenir. Et la liberté de presse, c'est hyper essentiel aujourd'hui surtout. Parce qu'on vit dans un monde où il y a tellement de propagande, de fausses informations. Et la liberté de presse nous permet à identifier les médias indépendants et à savoir si, en tant que de reporter, à savoir avec qui il faut travailler et avec qui il ne faut pas. Et en tant que population, on habite auprès de quels médias je peux être informé. Pensez-vous qu'il y ait des limites à cette liberté? Si oui, lesquelles? Ça dépend où. Les limites de cette liberté, il est très large à travers le monde. On a beaucoup d'exemples. On a des confrères qui sont passés, qui sont vécus des moments hyper compliqués, dans des tensions, en pratiquant leur métier à l'étranger. Ça, c'est aussi une grande limite de la liberté de presse. La liberté de presse qu'on reconstruire du mur devant les reporters, devant les journalistes. Délivrer une visa pour un journaliste aussi, ça fait quelque chose contre cette liberté. Il est illimité partout dans le monde, malheureusement. Mais ça dépend d'un pays à l'autre. Il y a des niveaux différents de la liberté de presse. Quel est l'état de la liberté de la presse dans le monde d'après vous? Il nous reste quelques médias indépendants qui heureusement, il existe encore des journaux, des magazines internationaux. Mais en général, en fait, c'est la liberté de presse, je crois, c'est quelque chose qui vient, depuis chaque pays. Par exemple, les statistiques auprès de Reporters sans frontières qui parlent de... Il y a certains pays, notamment la Syrie, le Mexique, qui sont dans un niveau avec de couleurs noires qui expliquent que c'est... Il n'y a aucune liberté de presse dans ces pays. Et en revanche, il y a des pays où on peut pratiquer facilement ce métier. On peut circuler, on peut se déplacer. On n'est pas obligé à demander une permission, une autorisation à chaque étape pour à la fois entrer de pays. Par exemple, je sais pas, c'est différent d'un pays à un autre. Il y a des pays où il faut demander un visa. Et ensuite, une fois on est sur le terrain, il faut demander plein de permissions pour juste pouvoir circuler. Ou, par contre, il y a des pays où il ne faut même pas un visa de pouvoir pratiquer ce métier. Donc ça fait des niveaux très différents de la liberté de presse. Et les conséquences d'un reportage, il est essentiel dans la considération de la liberté de presse, parce que si on publie un reportage quelque part sur une affaire, peu importe, et on n'est pas touché par l'autorité ou par des rebelles ou des groupes, on peut dire qu'il y a une sorte de liberté de presse. Mais ce n'est pas le cas malheureusement souvent. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci à vous. Alors, Karen Lajon, vous nous disiez avant le début de ce plateau que vous aviez collaboré pendant un temps avec ce photojournaliste syrien, donc Abdul Moman et Assa. Pouvez-vous nous raconter cette expérience que vous avez vécue avec lui ? Je n'ai pas collaboré, c'est-à-dire je le connais très bien. Et j'ai notamment fait un portrait de lui pour le JD au début des Gilets jaunes, parce que ça m'intéressait d'avoir le point de vue d'un photographe syrien sur notre petite révolution à nous. Et donc je l'avais suivi notamment une journée pour... il faisait son travail, il faisait son travail de photographe, et je trouvais intéressant d'avoir son point de vue. Voilà. Donc je ne vous le livrerai pas, mais en tout cas c'était bien. Ce jeune homme, parce que c'est un jeune homme, il a une histoire extraordinaire, parce qu'il avait 15 ans quand
la guerre en Syrie a éclaté. Il vient de la Ghouta, qui était cet endroit qui était complètement fermé. Et il avait une passion pour la photographie. Il a commencé comme ça. Il a commencé par faire des photos comme ça pour lui, j'ai envie de dire. Et après, il est devenu ce qu'on appelle journaliste citoyen ou citoyen journaliste, je ne sais plus dans quel sens. Et il a été repéré par l'AFP, qui a commencé à utiliser ses photos, qui a fini par, au bout d'un certain temps, par l'exfiltrer. Ils étaient 3. Et lui, c'est un exemple de résilience absolument extraordinaire, parce que vous avez entendu, il parle très bien français maintenant. Maintenant, il bosse pour le New York Times au Soudan. Enfin, je veux dire, il a ce qu'on appelle un destin, c'est-à-dire qu'il vient d'un pays en guerre où il ne s'est pas endormi, il ne s'est pas dit oh là là, tout le monde est très méchant, je suis une victime et tout ça. Il a vraiment pris son destin en main à bras le corps et il parle donc français. Il est naturalisé français maintenant. C'est quelqu'un qui malgré un mauvais jeu de cartes au départ, j'ai envie de dire, fait preuve d'une résilience extraordinaire, comme les Ukrainiens d'ailleurs. Alors, vous en parliez tout à l'heure, vous vouliez parler de la situation des journalistes dans le conflit russo-ukrainien. C'est d'ailleurs le moment, parce que nous accueillons Hugo et Raphaël du lycée Grand Couronne qui vont venir intervenir sur ce sujet. Un sujet d'ailleurs d'actualité, car on l'a appris il y a quelques semaines, la mort d'un journaliste de l'AFP en Ukraine, Ouais. donc Armand Soldan. Armin, d'origine bosniaque d'ailleurs. Alors bonjour à tous, nous sommes Louis et Raphaël, on va vous présenter les journalistes en Ukraine, surtout sur le cas de Frédéric Leclerc. Salut Louis. Salut Raphaël. Tu as vu aux informations, ils ont parlé d'un journaliste qui est mort. Ah bon? Oui, Frédéric Leclerc. Je ne connais pas c'est qui. C'est un journaliste français qui travaillait pour BFM TV depuis 6 ans. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort en Ukraine le 30 mai 2022 alors qu'il était âgé de 32 ans. Seulement, il faisait un trajet dans son véhicule blindé, sur le front, quand tout à coup, un obus est tombé à côté de son véhicule. Les éclats ont percé le blindage et a tué le journaliste. Tu te rends compte? Oui, c'est terrible, mais en même temps, il faisait quoi en Ukraine? Il faut être fou pour aller sur une zone de front. Il était reporter de guerre et il voulait prendre des photos des soldats sur le front pour BFM TV. Ah bon, mais c'est quoi un reporter de guerre? Un reporter de guerre, c'est un journaliste qui se rend dans un pays en guerre pour nous informer des événements qui s'y passent. Et quelle est l'importance de l'information là-dedans? C'est important car le journaliste mène son enquête, vérifie des informations et recueille des témoignages et des images. Ah bon, mais il avait pris un énorme risque alors? Oui, en plus, il effectuait sa deuxième mission en Ukraine. Mais qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, t'en as entendu parler quand même. Oui, mais j'ai pas vraiment compris pourquoi il se battait. Parce que Poutine, le président de la Russie, veut récupérer l'Ukraine. Mais les Ukrainiens ne sont pas d'accord. Alors Poutine a décidé de faire la guerre pour la récupérer. Et cela dure combien de temps? Depuis le 24 février 2022 et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Il n'y avait que lui comme journaliste en Ukraine? Ben non, évidemment, il y en a de tous les pays. D'accord. Quelles sont les situations des journalistes qui sont en Ukraine? Lors des bombardements, ils sont obligés d'aller soit dans un abri anti-aérien ou dans les sous-sols avec les habitants. Et tu sais si d'autres journalistes comme Frédéric Leclerc sont morts là-bas? Oui, depuis le début du conflit, il y a eu 8 journalistes décédés sur les 6 premiers mois du conflit. Ça fait beaucoup quand même. Oui, les journalistes reporters de guerre font un métier extrêmement dangereux. Quand ils sont sur le front ou près du front, ils peuvent en mourir à cause du danger. Par exemple, les obus, les tirs, ils peuvent se faire emprisonner, rançonner ou directement torturer. Mais grâce à eux, on peut avoir des témoignages et des informations. C'est un sujet vraiment intéressant, Louis. J'aurais aimé en savoir plus sur Frédéric Leclerc. Cela va être difficile car on trouve quasiment que des articles de sa mort et non sur ses anciens articles. Ah oui, c'est dommage, mais au moins je sais à quoi servent les journalistes reporters de guerre. Merci Louis. De rien, Raphaël. Alors, Karen, on vous a vu beaucoup réagir durant cette chronique. Qu'en avez-vous pensé? Déjà, j'ai trouvé ça très bien, très mignon, parce que il joue le naïf, mais en fait, c'est assez proche de la réalité. Il y a plein de gens qui comprennent absolument pas ce qui se passe là-bas, ou qui
Déjà parce qu'ils ne sont pas forcément intéressés, et deuxièmement parce qu'ils ont une lecture politique ou idéologique du conflit. Donc j'aime bien l'idée de dire mais il se passe quoi là-bas, c'est assez bien vu, j'avoue. Voilà. Parce que quand on écrit, moi j'écris, quand j'écris un papier, il faut toujours que je pense que le lecteur ne connaît rien au sujet dont je parle. Donc il faut être le plus simple possible. Voilà. Et Louis, d'ailleurs, a posé la question pourquoi il a été couvrir ce conflit. Est-ce qu'il faut vraiment être fou pour aller couvrir un conflit? Je sais pas. Moi, vous me demandez ça à moi je dis non, mais bon, voilà. L'exemple, alors, le jeune homme qui est mort, donc qui travaillait pour BFM TV, qui était caméraman, pas photographe, il se trouve que c'est son anniversaire aujourd'hui, il aurait dû avoir 32 ou 33, parce qu'il est mort à 30 ans, je crois, je sais plus, je me souviens plus. Enfin, en tout cas, c'est son anniversaire aujourd'hui. Pardon. Et alors lui, par exemple, c'est l'exemple typique de les risques du métier. Il n'a pas été visé du tout. C'est pas, on l'a visé lui parce qu'il était journaliste. Il s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les risques du métier. Et je le répète, les reporters de guerre sont tous des volontaires. On n'est pas obligé d'aller couvrir ce genre d'événements. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous savez que vous devez partir pour un conflit? Moi, je suis essentiellement dans le stress de la logistique, parce que couvrir un théâtre de guerre, c'est quand même différent évidemment que c'est différent d'un reportage comme par exemple la criminalité à Philadelphie. C'est que vous avez 60% de votre temps qui est consacré à la logistique. Il faut trouver la voiture, le fixeur, l'essence. Enfin, il y a tout un tas de trucs absolument insupportables qui parasitent toute la partie purement reportage et purement je vais chercher l'information. Donc moi je suis dans une dynamique comme ça qui est de résoudre tous ces problèmes et je pense pas forcément, si ta question c'est ça, est-ce que j'ai peur? Non, je pense pas du tout à ça. J'ai une responsabilité vis-à-vis de mon mari et de mon fils parce que je suis mariée et j'ai un grand garçon et où là je démine entre guillemets et je dis où je vais. Je fais de la rétention d'informations sur certaines choses, mais j'estime que j'ai un devoir d'explication vis-à-vis de ma famille. Voilà. Mais à titre personnel, je suis stressée par la résolution du reportage, mais pas tant par le danger. Enfin, si on a peur, c'est compliqué d'aller couvrir une guerre si on a peur, même si c'est très courageux, parce que je connais des journalistes qui ont peur et qui y vont. C'est très courageux. Moi, j'avoue que je pense pas trop à ça. Donc, merci beaucoup. On va passer du coup là à un moment d'entretien. Donc vous pouvez tous poser des questions, si vous avez des remarques à faire, si vous voulez interroger Karen Lajon. Mais moi, je commencerai par une question. Vous parliez tout à l'heure du devoir de journaliste, qu'un journaliste avait des devoirs. Pour vous, quels sont-ils ? Déjà, de ne pas écrire n'importe quoi, de vérifier son information, de recouper, d'utiliser. Alors, l'utilisation des réseaux sociaux, elle est à prendre avec beaucoup de pincettes. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup Twitter et Telegram et tout ça. Alors, pas pour exprimer mon point de vue, je n'exprime jamais mon point de vue. Mais par contre, je suis à la recherche d'infos. Mais une fois, d'ailleurs, Twitter va beaucoup plus vite que la presse dite classique. De ce point de vue-là, on est complètement largué. Moi, j'estime on réagit souvent 24 heures, 48 heures après. Alors, l'excuse sera de dire on vérifie l'info, mais des fois, l'info, elle est vérifiable en 2 secondes. On est juste, il y a un problème de timing, clairement, par rapport à ce type de réseaux sociaux. Mais oui, l'important, c'est quand même de vérifier ce qu'on va écrire, quoi. Et on a un devoir vis-à-vis de la personne qui va nous lire aussi. On nous dit, par exemple, je vous donne un exemple idiot, mais les noms des mineurs ou les visages des mineurs, on a le devoir de ne pas les montrer. Il y a un autre devoir dans les zones de guerre qui est complètement perdu maintenant. La Convention de Genève nous interdit d'aller interviewer des prisonniers. Tout ça, c'est parti dans les poubelles de l'histoire, parce que maintenant, tous les journalistes trouvent tout à fait normal d'interviewer un prisonnier de guerre. Mais un prisonnier de guerre, il est sous contrainte, il peut vous raconter n'importe quoi. Vous êtes dans l'impossibilité d'aller vérifier ce qu'il vous dit. Donc ça, c'est compliqué, ça, c'est pas bien, par exemple. Mauvais point à la presse de faire ça. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, il y a des micros qui circulent. Vous avez le droit de m'attaquer. Je sais me défendre.
Il y a une question. Tu le mets bien sur le menton. Une fille. Ah. Bonjour. Bonjour. C'était pour savoir quel a été votre premier conflit que vous avez couvert et quel a été votre ressenti par rapport à vos premiers morts, en fait, premiers cadavres que vous avez vus. Quel a été votre ressenti? Le dernier conflit, c'est l'Ukraine. Hein. J'ai fait 4 rotations en Ukraine. Et ce que j'ai ressenti à mes premiers morts, ça remonte à très très loin là. J'ai rien de particulier par rapport aux morts. Ce que je n'aime pas, c'est les hôpitaux. Je déteste les hôpitaux, je déteste l'odeur, les blessés, tout ça, j'aime pas ça. Je vais pas vous dire que je fais aucun cauchemar, j'ai jamais fait de cauchemar par rapport à mes reportages, mais non, les cadavres, ça me fait pas grand chose, je veux dire. Il y a une question là-bas. Alors, moi j'ai une question. Si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous n'avez pas souhaité vous exprimer sur les activités de votre employeur, donc Monsieur Bolloré. Et si j'ai bien compris aussi, vous avez dit que vous trouvez déplorable ou dommage le fait que les gens croient de moins en moins la presse et les journalistes, et donc qu'il y ait une baisse de la confiance de la population globalement pour la presse. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous participez indirectement à cette baisse de la confiance de la population, sachant que vous ne souhaitez pas forcément vous exprimer sur des sujets comme celui-ci? Oh, c'est bias comme question hein, aussi. Aïe, 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 aïe. Oui et non. J'ai envie de te dire que alors, je ne vais pas citer de chaîne, mais bon, en tout cas, certains médias en continu participent à l'hystérie collective vis-à-vis de la presse, vis-à-vis d'une certaine façon d'informer. Oui, ouais. Et par rapport, et je ne considère pas que c'est parce que j'ai dit que j'avais une réserve, j'ai un devoir de réserve à m'exprimer publiquement sur mon employeur. Je ne vois pas le rapport avec ce que j'écris, par contre. Il n'est pas, je le répète, il n'est pas derrière mon dos. C'est pas lui qui me dit quel sujet je dois traiter, quel sujet je ne dois pas traiter. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Donc, j'estime être dans la responsabilité. Si ces opinions politiques qui sont connues de tous, de toutes et de tous, ne me plaisent pas, on est encore dans un pays libre, on est dans le libéralisme, je vais taper à la porte d'un autre employeur. Donc ça veut dire que, en tout cas en ce qui me concerne, moi j'ai une liberté quasi totale dans la manière dont je traite les sujets. Et je suis persuadée par exemple que sur le conflit ukraino-russe, je doute que M. Bolloré soit très pro-ukrainien. J'ai des doutes là-dessus. Voilà. Pourtant, j'ai écrit ce que je voulais. La ligne du service étranger du Journal du Dimanche sur le conflit en Russie et en Ukraine est clairement pro-ukrainien. Donc ça veut dire qu'on nous laisse faire ce qu'on veut, en tout cas dans ce domaine-là. Donc je trouve pas ça antinomique en fait. Non, non. Bonjour. Est-ce que vous avez toujours voulu faire reporter de guerre? Pourquoi tout le monde me regarde là? Quoi? Du coup, oui, c'est vrai. Pourquoi vous avez voulu est-ce que vous avez toujours voulu devenir reporter de guerre et peut-être qu'est-ce qui Non, il se demandait pourquoi tout le monde le regardait. Ah, d'accord. Parce que tu prends le micro, c'est pour ça. J'ai toujours voulu être reporter. D'ailleurs, je ne me considère pas journaliste, je me considère reporter. Je suis reporter dans l'âme, c'est ma colonne vertébrale. Et j'ai commencé par vouloir faire du fait divers. Je voulais être fait diversière, j'ai été fait diversière. Et après, j'ai voulu faire de la guerre, assez rapidement d'ailleurs. Voilà. Parce que j'ai trouvé que les gens que je voyais souffrir dans mon beau pays, ça m'a paru insupportable. Donc j'ai préféré aller sur des zones où j'ai trouvé un certain sens et une certaine logique à voir des gens souffrir. Des gens qui se prennent des bombes sur la figure, je comprends pourquoi ils souffrent.
des gens qui vivent dans un appartement vide parce qu'ils n'ont pas de quoi payer leur note d'électricité, je ne comprends pas bien, dans des pays riches comme les nôtres. Voilà. Donc ça a été une démarche personnelle, en fait. Et si moi j'avais une question. Tout à l'heure, vous disiez que la liberté de la presse n'était pas encore acquise. Déjà, elle l'est en partie, mais il faut se battre tout le temps pour la garder. Qu'est-ce qu'on peut faire, à la fois peut-être vous en tant que reporter, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait plus de liberté de la presse, et qu'est-ce que nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être arriver à cette liberté de la presse ? Moi, mon devoir, c'est de continuer à écrire et à raconter ce que je vois envers et contre tous. Donc ça veut dire que la bagarre dans cette fameuse liberté de la presse, elle commence dans la rédaction, elle commence avec votre supérieur qui va vous dire, qui va peut-être parfois contester ce que vous avez écrit ou voulu montrer. La bagarre, elle commence déjà là. Donc on est en fait dans un bras de fer permanent. Hein. Et après, ce que vous pouvez faire, alors là, c'est à vous de prendre le combat, c'est à vous de vous battre, c'est à vous d'exiger des gouvernements qui soient dans l'application de ces jolies phrases que la France a inondé dans le monde entier, liberté, égalité, fraternité, tout ça, moi, ça fait 40 ans que je suis journaliste, 37 ans que je fais des conflits. Pour moi, c'est du blabla. Je vous le dis franchement, c'est du blabla. Voilà. Donc, mon combat personnel à mon niveau, il est envers et contre tout, de continuer à écrire et d'avoir un employeur qui s'appelle Monsieur Bolloré, qui continue à me laisser écrire d'ailleurs. Alors, j'imagine que c'est parce qu'il s'en fout complètement et qu'il y a il a d'autres centres d'intérêt. Mais c'est une bagarre de tous les jours. Hein. Oui, et vous, c'est à vous de trouver, avoir suffisamment d'imagination pour dire au gouvernants plus exactement, dites donc, là c'est marqué, maintenant appliquez ça. Je vous souhaite bon courage. Bonjour. Bonjour. Et comment choisissez-vous vos mots lorsque vous abordez certains sujets sensibles? Il faut parler plus fort, je ne t'entends pas. Comment choisissez-vous vos mots lorsque vous abordez certains sujets sensibles? Je suis désolée, je n'ai pas compris. Comment choisissez-vous vos mots lorsque vous abordez certains sujets sensibles? Alors, les mots choisis sont, là pour le coup, ça devient un peu plus personnel et subjectif. Ça dépend d'abord, ça dépend du média pour lequel on travaille, ça dépend de la personne qui fait le reportage ou qui le montre, qui le photographie ou qui l'écrit. Donc, en fonction de ces 3 critères, ça va être forcément différent. J'ai en souvenir une photo, par exemple, c'était un monsieur qui est assis, il y a une arme, il a un pistolet. Ça se passait, je crois, au Mexique d'ailleurs. Il y a 2 photographes qui passent. C'est la même photo. Et il y en a une qui est meilleure que l'autre. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la touche personnelle, elle est là, le talon aussi. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose entre la personne entre le photographe et la personne photographiée. Et en ce qui me concerne, moi, les textes, c'est la même chose. C'est un rapport, c'est presque intime quand vous faites une interview. Donc il se passe quelque chose où il ne se passe rien d'ailleurs. Parce qu'il y a des fois, on rate des interviews. Il y a des fois, on n'aime pas la personne qu'on interviewe. Ça peut arriver. Hein. Elle vous énerve. Vous devez faire abstraction de votre ressenti personnel, qui, malgré tout, passe un peu dans le choix des mots, justement. Voilà. On a des devoirs, il y a des mots qu'on n'utilise pas, on ne peut pas jurer comme un charretier dans un papier, on peut pas, il y a des règles on ne peut pas insulter les gens dans un papier. Quand je dis insulter le lecteur, bien évidemment, on n'a pas le droit d'être raciste. Enfin, on n'a pas le droit. Dans les textes, on n'a pas le droit. Après, vous avez des textes qui sont ouvertement racistes. Là, on tombe dans la liberté d'expression, c'est autre chose. Donc, il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour ce que tu appelles si joliment le choix des mots. Voilà, ça va dépendre des circonstances, du média pour lequel tu travailles, de ton idéologie personnelle, de plein de choses. Je crois qu'il y avait une question au premier rang, oui. Alors, pour ceux qui voudraient devenir journalistes plus tard, pourriez-vous nous énumérer, nous dire, selon vous, les qualités d'un bon journaliste? Curiosité et grand sens de l'adaptation.
Il faut être curieux de tout, franchement. Il faut aller... et j'ai envie de dire qu'il faut aller avant tout vers les choses que vous n'aimez pas, les sociétés que vous ne connaissez pas, les sociétés qui vous rebutent, les systèmes politiques que vous vous dites c'est pas possible. Il faut aller voir ce qui n'est pas comme vous. Voilà, c'est ça le beau métier du journaliste. Et une grande capacité d'adaptation parce que si vous êtes reporter, ça veut dire... Moi, j'arrive le matin au journal et l'après-midi, je suis dans un avion. Il faut avoir cette aptitude-là. Si vous pensez en termes de vie sociale, comme c'est beaucoup aujourd'hui, vous oubliez. Il ne faut pas être reporter. Y a pas. Un reporter, sa vie sociale, c'est son reportage. C'est comme ça, quoi. Et alors, pour devenir journaliste, là, je deviens plus ennuyeuse, j'ai envie de dire. Moi, j'ai commencé par la petite porte, j'ai commencé par un stage non rémunéré. Aujourd'hui, c'est absolument pas possible. Il faut être bac plus 5 ou 6. Ou alors, vous allez dans un pays en guerre, vous vous installez et vous appelez les rédactions et vous dites moi, je suis là, et là, on vous donnera du travail. Là, il se fiche que vous ayez un diplôme ou pas. Mais si vous voulez démarrer dans la rédaction parisienne, ça passe malheureusement par les études. Je dis malheureusement parce que du coup, on est formaté, on pense tous la même chose, on dit tous la même chose. On est un produit journalistique, moi je dirais. Merci beaucoup, Karen, d'avoir répondu aux questions du public, à nos questions même. Nous allons clôturer ce plateau avec l'intervention de la DRAFT, le rectorat et la région. Donc j'appelle, s'ils sont là, Laurent Houssin, inspecteur à l'éducation nationale et correspondant pour l'Académie pour le dispositif éducation aux médias et à l'information, et Alain Pindard, chef de service régional de la formation du développement de l'enseignement agricole au sein de la DRAFT Normandie. Bonjour. Ça, c'est un exemple de liberté d'expression, parce que ces deux messieurs, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Et ils représentent donc l'institution de l'éducation nationale, c'est bien ça? Et je n'ai pas été briefée avant, on ne m'a pas dit il faut parler d'une certaine manière, il ne faut pas aborder certains sujets. Donc ça, c'est un bel exemple de liberté d'expression. Bonjour à tous et à toutes. L'auditoire est particulièrement impressionnant. Je voudrais dire deux petits mots, bien sûr, pour féliciter l'organisation et pour vous offrir cette excellente initiative. Vous félicitez tous et tous ceux qui ont contribué à... Parce qu'effectivement, comme vous disiez, il y a eu des prestations aussi bien visuelles que sur scène de très grande qualité. Ça prouve que nos jeunes sont vraiment très alertes sur ces sujets, ont des choses à dire, des choses très intéressantes à dire, en y mettant du cœur, en faisant des choses avec une grande qualité de prestation. Donc voilà, tout simplement. Donc je ne me suis pas présenté. Donc Alain Pindard, je représente la DRAF, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. C'est l'enseignement agricole, l'équivalent du rectorat, mais pour l'enseignement agricole. Je salue les jeunes de la MFR de Mortagne au Perche. Et donc, je renouvelle une dernière fois toutes mes félicitations pour la qualité de vos prestations. Merci beaucoup. Et donc moi je suis Laurent Houssin, je suis inspecteur dans l'éducation nationale. Donc précédemment j'ai été enseignant très longtemps et puis chef d'établissement aussi. Donc j'ai beaucoup travaillé évidemment avec les élèves et cette presse, j'ai eu l'occasion d'y travailler dans le premier degré, dans le second degré. C'est quelque chose qui est vraiment, qui peut être un fil rouge dans une année et sur des projets. Donc voilà, moi je suis vraiment ravi de voir toutes ces productions ce matin. Évidemment que je vais m'associer aux remerciements. Je vous remercie d'être venu évidemment parmi nous ce matin, mais aussi Culture et Nature, Zone d'Onde avec qui on travaille très régulièrement, on se voit plusieurs fois par an. Et puis évidemment les trois animateurs, parce que c'était pas quelque chose de simple, la technique. Et puis vous tous, les élèves et les professeurs, qui travaillaient toute l'année sur ce sujet, qui est un sujet plus que jamais d'actualité. Voilà, peut-être une dernière petite chose, moi ce que je retiens de la matinée, voilà, je repars avec quelque chose, c'est vraiment peut-être cette différence qu'il peut y avoir entre la liberté d'expression et la liberté de la presse. On a même l'impression des fois que ça pourrait presque s'opposer à certains moments. Voilà, donc c'est quelque chose, je pense qu'il faut avoir présent à l'esprit
Et quand on pense à ça, on se dit qu'il faut préserver cette liberté de la presse. Cette fois, je parle bien vraiment de la liberté de la presse. Merci beaucoup en tout cas. Bonjour à tous, Clément Lévesque de la région Normandie. Je suis agent au service jeunesse, chargé de mission citoyenneté des jeunes. Quelques petits mots, c'est pas très original, mais pour vous remercier à tous pour la qualité des échanges, remercier les 3 animateurs, remercier Karen qui nous fait l'honneur de venir alors qu'elle est encore un peu jet-saguée de son voyage aux États-Unis. Et juste contextualiser un peu pour vous dire qu'on est sur la région sur l'organisation d'une grande séquence jeunesse aujourd'hui. Donc vous êtes ici au Sillon, il y a d'autres jeunes qui sont dans différents endroits de Caen pour la restitution de plusieurs actions éducatives que la région mène tout au long de l'année. Donc pour nous, c'est un plaisir de voir ces temps de restitution et cette convergence à venir vers le Zénith cet après-midi pour une séquence qui s'annonce tout aussi chouette avec la remise du prix Liberté cet après-midi. Donc merci à nos amis de Culture et Nature et Zone d'Onde, sincèrement. Merci aux autorités académiques, à la DRAF. Merci à tous et bonne poursuite de cette belle journée. Alors, on va laisser Karen nous dire un dernier mot de cette matinée. Est-ce que c'était agréable? Est-ce que c'était perturbant? Est-ce que tu as passé un bon moment? Dis-nous tout. Bon, j'ai l'air d'avoir passé un bon moment, non? Enfin, je sais pas. Mais non, c'était très sympathique, je dois dire. Bravo au présentateur, très pro. Ouais. Et vous avez une des premières qualités, vous m'avez l'air bien curieuse, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Vous m'avez un peu titillé là sur Bolloré et j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé les courts-métrages vraiment sympas. Je répète, ne confondez pas liberté d'expression et liberté de la presse, par pitié. Arrêtez d'écouter, de regarder les fake news. Voilà. J'espère que vous avez bien compris que les journalistes ne passent pas leur temps à donner leur opinion. Ça n'est pas notre métier profond, ça n'est pas ça. Voilà. Et surtout, je vous souhaite bonne chance dans la vie et sachez que tout est possible. Voilà, tout est possible. Et merci de m'avoir écouté.